Alors et maintenant avec professeur docteur ingénieur Mounir Hamid, professeur à l'école Mohammedia d'ingénieurs, qui va nous présenter une conférence sur le digital twin, la simulation numérique et leur application en ingénierie des systèmes. Je suis avec nous. Alors à vous la parole, monsieur Mounir. Alors, merci. Avant de commencer ma présentation, je tiens tout d'abord à remercier M. Bouhami pour son invitation et à remercier tous les membres organisateurs de cet événement. Et je commence ma présentation qui est intitulée « Le Digital Twin et la simulation numérique et leurs applications en ingénierie des systèmes ». Alors, tout d'abord, le plan de cet exposé va contenir les points suivants. Donc, je vais commencer par faire une introduction au Digital Twin. Ensuite, je vais parler de c'est quoi ce nouveau concept. Alors ensuite, à quelle phase du cycle de vie d'un produit il sera appliqué et quelles sont les bases du Digital Twin. Ensuite, nous allons voir la relation entre la simulation numérique et les Digital Twin et nous allons finir par comment instaurer une application de Digital Twin en utilisant bien sûr les outils de la simulation numérique. Et bien sûr, nous allons finir par les bénéfices mutuels que peut apporter le digital ou bien le système digital à son twin physique ou inversement. Alors au début, je vais mettre les choses dans son contexte et commencer par voir l'évolution du transfert de données entre le modèle numérique et le dispositif réel. Donc, au début de première, généralement, le transfert de données entre le système réel et le système digital, donc toujours il y avait un système réel et un système numérique. Dès l'apparition des ordinateurs et des logiciels qui permettent de faire la conception. Mais au début, le transfert de données était d'une façon manuelle dans les deux sens. Alors après, il y avait une première révolution et évolution où le système réel peut apporter des informations directement au système digital. Mais le lien entre le système digital ou bien le modèle reste fait manuellement. Et actuellement, et bien sûr, ça va avec la logique de l'industrie 4.0 qui est un monde connecté. Donc le système réel et le système digital communiquent les informations d'une façon mutuelle. Alors, pour vous mettre un peu dans ce contexte, donc je vais parler un peu de l'exemple des outils de production. Vous savez que pour produire une pièce en mécanique, alors il y a plusieurs technologies. Parmi les technologies, il y a bien sûr l'impression 3D, il y a aussi les machines à commande numérique. Alors, puisque moi j'ai travaillé sur les machines à commande numérique et j'ai vécu cette évolution. Donc, au début, pour passer de la phase conception à la phase réalisation, donc tout d'abord, il faut écrire le programme, d'accord, mais il faut le transmettre manuellement vers la machine. Il n'y avait pas d'informations qui arrivent de la machine vers le système qui permet de faire le design et la conception. Alors après, à un certain moment, il y avait la possibilité d'envoyer la pièce de la station de conception vers la machine. Mais le retour d'informations entre la machine et il y avait une coupure. Donc il faut apporter les données manuellement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a sur la machine, les outils, les réglages, etc. Donc il faut les apporter, il faut les implémenter manuellement au niveau de la station de calcul. Alors actuellement, il y a une parfaite coordination entre la station digitale, dans laquelle il y a le concept de la pièce, et la machine qui permet la fabrication de la pièce. Et ça permet beaucoup d'avantages. Parmi les avantages, c'est qu'on peut faire une autocorrection. Que la station numérique a toutes les informations concernant ce qu'il y a au niveau de la machine, les outils, leurs caractéristiques, s'ils ont déjà travaillé pendant un certain temps, quel est le taux d'usure. Donc, on peut apporter toutes ces informations pour apporter des modifications au niveau du concept. D'accord? Donc, voilà un exemple qui illustre cette évolution.
Alors maintenant, pour le Digital Twin, c'est quoi le Digital Twin? Alors ça dépend de l'angle de vue et ça dépend du domaine d'application. Donc si on fait une petite recherche bibliographique sur les différentes définitions, donc nous allons trouver, ce sont des définitions qui sont très diversifiées. D'accord? Donc on peut parler d'une image numérique en temps quasi réel d'un objet physique ou d'un processus qui aide à optimiser les performances. On peut parler aussi d'un modèle numérique qui représente exactement un produit, un processus de production aux performances d'un produit ou d'un système de production ou de fonctionnement. Aussi, on peut parler d'une représentation d'un objet physique qui a un niveau d'exhaustivité et de précision et comprend des informations qui peuvent nous aider bien sûr à utiliser et comprendre son comportement vis-à-vis son contexte. Alors aussi, on peut parler que les jumeaux numériques, ce sont des répliques virtuelles pour des éléments physiques. Et bien sûr, ce qui permet d'aider à faire des simulations avant de passer à faire le réel. Aussi, c'est un concept qui combine bien sûr actuellement l'Internet des objets, donc l'IoT. Alors moi, je dirais que le Digital Twin, c'est quoi? Donc c'est un concept qui consiste à construire deux entités différentes. Donc un modèle numérique et son jumeau physique. Et bien sûr, il faut instaurer une certaine connectivité, une certaine liaison de transfert de données en temps réel. Ceci va permettre un certain nombre d'atouts, et qui sont l'optimisation en temps réel du modèle et le perfectionnement et la mise à niveau du jumeau physique afin d'assurer sa bonne liaison avec son environnement. D'accord? Donc ça, c'est des atouts qui sont très importants parce qu'on rentre dans un processus d'optimisation incessé et continuel. Alors on peut dire aussi que ce concept utilise les trois sensations de l'être humain. Donc tout d'abord, on analyse, on observe. Pourquoi on observe? Pour collecter les informations, et ça c'est le rôle des capteurs. Ensuite, on essaie d'organiser nos interventions et les paramètres sur lesquels nous allons travailler afin de faire l'optimisation. Puis on passe à l'action, c'est-à-dire faire des modifications à la fois au niveau du modèle et au niveau de la partie physique. Donc, nous sommes en train de construire quoi? Des jumeaux numériques qui sont vivants. Alors pourquoi? Parce qu'ils se mettent à jour en permanence à partir de multiples sources. Et ces sources, bien sûr, comme j'ai dit, ils représentent l'état du jumeau physique, ses conditions de travail, ses paramètres environnementaux en temps réel. Et ce système d'apprentissage apprend de lui-même via l'intelligence artificielle, les algorithmes qu'on peut bien sûr intégrer au niveau du système. Et bien sûr, ça permet de créer donc les systèmes, comme on dit, des systèmes qui sont intelligents. Alors maintenant, nous allons parler des applications du Digital Twin. Alors en général, il y a deux types d'applications. Donc il y a les applications horizontales et il y a les applications verticales. Alors pour les applications horizontales, donc il faut savoir que le Digital Twin s'applique à la plupart des domaines de l'industrie, en particulier dans la réalisation de produits. Alors pourquoi? Parce que, en plus de la fonction habituelle du système, donc si on parle d'un système d'ingénierie, automobile, avion, une machine donnée, donc en plus de sa fonction, alors actuellement il y a la possibilité de sa connexion pour permettre la collecte de données en temps réel. Et ces données peuvent être, comme j'ai dit, utilisées et transmises, analysées pour en permettre le suivi, pour permettre l'amélioration du modèle, pour permettre au système de s'adapter ou d'agir à son environnement. Alors aussi, il peut s'appliquer dans le domaine de création et d'instauration de processus, surtout dans le domaine de la production massive. Et donc le Digital Twin, avec ses atouts, donc il promet une transformation des modes de production. Et ceci à travers les opportunités qu'il offre sous forme de base de données et d'algorithmes intelligents, de gestion et d'organisation.
Et il a été remarqué que les entreprises qui introduisent ce type de système de gestion, généralement, il y a un gain qui est supérieur à 20% au niveau de tous les paramètres, donc le temps de production, le coût, un gain au niveau de l'énergie, etc. Alors aussi, pour les applications horizontales, donc le Digital Twin s'applique à tout ce qui concerne les services, les écoles, les hôpitaux, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il offre aussi des opportunités qui sont très importantes pour le développement, tout d'abord, des services existants et aussi de proposer des services améliorés et de nouveaux services. Et il faut savoir une chose, que au niveau de certains pays, ça rentre dans les normes. Donc tu ne peux pas, par exemple, déposer pour prendre un projet sans construire à la fois, sans construire le modèle digital. Et par exemple, en Bretagne, maintenant, la Commission nationale des infrastructures britanniques recommande le développement d'un digital twin national. Donc, tous les services. À chaque service, il y a son image virtuelle. L'objectif, c'est quoi? C'est de gérer le système d'infrastructure de tout le Royaume-Uni. Et par suite, on peut parler d'un pays qui est intelligent. Pas seulement un pays qui est... c'est des machines qui sont intelligentes et des systèmes de gestion de l'énergie qui sont intelligents, mais maintenant, on parle d'un pays complètement intelligent. Et comme j'ai dit, donc ça devient, c'est des exigences, c'est-à-dire tu ne peux pas déposer, donc vous êtes entreprise, donc vous êtes obligé de passer à travers la réalisation de votre Digital Twin pour le projet que vous voulez réaliser. La même chose pour les pays européens, à travers leur projet DigiPlace, donc essayer de concevoir un écosystème commun d'innovation et de normalisation et de commerce. Et bien sûr, à travers ce qu'on appelle le Digital Building Twin, le DBT utilise des jumeaux numériques en phase de construction. Il faut utiliser un jumeau numérique en phase de construction. Sinon, donc, votre projet ne sera pas accepté. Alors maintenant, pour le monde, ou bien les applications verticales, donc tout d'abord, on peut parler du secteur industriel, tout ce qui concerne l'usine, et ça offre aussi beaucoup d'opportunités concernant l'organisation des postes. Donc savoir et avoir une information, une idée sur tout le positionnement des éléments, sur les machines dont on dispose, sur le flux, sur tout ce qui se passe, permet à celui qui fait la gestion à partir d'une station dans laquelle il a l'équivalent virtuel d'apporter des modifications, de dire il faut déplacer ça vers ça, d'accord? Donc ça permet un grand gain, que ce soit, comme j'ai dit, au niveau de l'organisation des postes, au niveau de la gestion des flux, au niveau de l'intégration des processus et des systèmes métiers. Et bien sûr, la capture de la réalité ne sera bien sûr qu'un point important pour faire bien sûr des modifications au niveau des espaces, du temps, de l'énergie, d'accord? Et ça permet aussi une collecte pour la modélisation des données et leur intégration dans le processus global. D'accord? Et bien sûr, comme j'ai dit, donc, il y a toujours cette action mutuelle entre la station et entre l'entité, qui est par exemple une usine. Donc les informations seront utilisées pour modifier, pour apporter les corrections, pour optimiser certains paramètres. Et aussi la même chose, la station, à travers les capteurs qui sont disponibles, peuvent influencer le modèle numérique afin de réajuster, afin d'optimiser et afin de mieux organiser. Alors aussi, le Digital Twin, comme a été dit par mon collègue le matin, donc s'instaure avec une très grande, ou bien elle devient un pilier important au niveau du secteur bâtiment. Alors pourquoi? Parce qu'il y a ce concept qui vient de s'instaurer, qu'on appelle intégration dans l'environnement. Donc le Digital Twin, il vous permet quoi? Il vous permet de voir l'espace. Il vous permet de voir les réseaux, où est-ce qu'ils sont. Il vous permet de voir toutes les infrastructures qui sont disponibles. Et lorsque vous faites la conception, vous le faites à l'intérieur de ce contexte. Donc vous savez à l'avance qu'il y aura votre liaison avec ce qui existe, les possibilités bien sûr donc toutes les possibilités au niveau de la gestion et au niveau de
bien sûr les intervenants pendant la construction, est-ce qu'il y aura des difficultés, assurer la sécurité des personnes, assurer la sécurité des biens pendant la construction. Donc tout ça, on peut le prendre en considération à travers bien sûr la présence de ce digital twin. Alors aussi, il s'applique dans le secteur pétrolier. Vous savez que le secteur pétrolier, c'est un secteur surtout pour les stations qui sont installées au niveau marin, sont très très sensibles. D'accord ? Il y a un environnement qui est très agressif et généralement, lorsqu'on fait une intervention, il doit être bien contrôlé, il doit être bien mesuré. D'accord ? Et par suite, donc, on peut s'équiper de stations de contrôle dans lesquelles vous avez l'image virtuelle, vous faites ou bien on simule notre intervention et on l'applique qu'une fois il est sûr à 100%. Alors aussi, donc, on peut utiliser les données qu'on a. Donc nous avons la possibilité d'envoyer des drones, d'envoyer des éléments qui permettent de capter les informations et comme ça notre intervention sera sécurisée à 100%. Donc voilà des interfaces dans lesquelles vous avez à la fois la station réelle et nous avons ici son jumeau digital. Donc au début, donc, toute chose qu'on va faire, on va la faire au niveau de notre station virtuelle. Une fois c'est sûr, une fois nous avons fait une bonne organisation, une bonne gestion, on peut faire l'intervention et on peut faire des corrections en temps réel parce qu'on a tous les données en même temps. Alors autre secteur, et le secteur le plus intéressant pour nos futurs ingénieurs, c'est le secteur de l'ingénierie des systèmes. D'accord ? Donc la tendance actuelle, c'est de concevoir ce qu'on appelle des systèmes qui sont intelligents. Et pour voir un peu l'intérêt, surtout au niveau de la maintenance, donc nous allons voir ensemble une petite vidéo rapide, d'accord, sur le point qui a été atteint au niveau de cette... Je choisis ça. Donc ça c'est le modèle réel, il existe, Ça c'est le modèle digital, il s'agit d'une turbine. Donc ça c'est la turbine qui part de son état. In past 6 months, my number of cold starts is 4, my number of warm starts is 8, my number of hot starts is 39, the number of start-stop cycles has increased by 27.5%. Twin, tell me about your rotor damage. My damage rate has increased by 4.0 times over the last 6 months. If this continues, I would lose 69.9% of my useful life. Twin, give me options for mitigating that rotor damage. Based on weather forecasts, historical data, fuel cost, electricity pricing, and my present condition, I have 2 options for you to optimize operations. Option 1 is to manually slow down my startup ramp rate so that you can reduce the wear on my rotor. Option 2 is to download the OpLife app and apply stress controls to minimize wear and reduce fuel consumption too. Twin, give me the factors you use to calculate option 2. I used my past 15 years of historical data, fleet learning from 125 other D11 steam turbines like me, and 58,965 simulation runs to get this recommendation. I'm 95% confident of my assumptions. Twin, I need a financial perspective. Tell me about the numbers. Voilà un exemple de machine du futur. C'est-à-dire la machine et les éléments de la machine deviennent parlants. Vous disent leur état. Et vous disent même qu'est-ce qu'il faut faire
pour faire la modification et pour faire... Donc ça, c'est la tendance généralement au niveau de l'application de ce digital twin. Alors maintenant, nous allons parler d'un autre point qui est très intéressant. Est-ce que le digital twin concerne seulement la phase finale ou bien le système dans sa globalité, ou bien il peut s'appliquer à toutes les étapes du cycle de vie du produit? Alors il faut savoir que le digital twin apporte des bénéfices au niveau de toutes les étapes du cycle de vie du produit. Donc de la phase idéation, c'est-à-dire la phase où on est en train de développer le concept. Pourquoi? Parce que la collecte des données sur son environnement, sur l'emplacement, sur les exigences peuvent affecter bien sûr le modèle que nous allons proposer initialement. Aussi au niveau de la simulation, par le raffinement, par la connaissance exacte de ce qui se passe réellement. Donc tu as la réalité et tu as donc le modèle. Le modèle n'est pas toujours exact, il contient une erreur. Si on a la réalité, donc on peut aller pour modifier et pour rendre les choses plus exactes. Alors aussi au niveau de la partie développement et optimisation. Au niveau aussi de la partie réalisation. Donc nous allons voir des exemples ici particuliers pour ces deux étapes et aussi au niveau de la partie utilisation. Donc c'est-à-dire, bref, le digital twin s'applique à toutes les phases du cycle de vie d'un produit et apporte ses bénéfices pour toutes ces phases. Alors maintenant, si on veut instaurer un système digital twin, donc on aura besoin de quoi? Donc la première des choses, il faut construire ce qu'on appelle l'écosystème digital twin. Et l'écosystème digital twin, donc il se base sur deux entités différentes. Donc nous avons le côté réel, l'élément réel, et nous avons l'élément virtuel. Alors pour le côté virtuel, parce que c'est lui que nous allons concevoir au début, donc on a besoin de tous les outils pour créer virtuellement le produit, et qui sont bien sûr les outils de design, le design, donc les 3D modeleurs. Ensuite, nous aurons besoin de données qui vont alimenter ce modèle. Et ces données, généralement, ils doivent être tout d'abord analysées, ils doivent être intégrées, visualisées, d'accord, avant qu'ils soient bien sûr implémentés dans un modèle de faire la simulation de ce qui se passe réellement. Puis, il y a tout ce qui concerne les interfaces de la réalité virtuelle. C'est-à-dire on visualise, on peut intégrer un système à l'intérieur de l'élément, voir son comportement, voir les effets. Puis il y a le deuxième côté qui est le côté réel. Donc le côté réel, il va être implémenté par quoi? Il va être implémenté par les capteurs, par le software qui analyse et réajuste les données qui parviennent des différents capteurs. Et bien sûr, il y a tous les éléments dont les collègues ont parlé. Il faut assurer la sécurité des informations. Il faut intégrer des algorithmes d'intelligence artificielle pour permettre bien sûr de répondre à chaque fois que vous avez une donnée exactement en temps réel. Donc, il faut construire cet écosystème. Et cet écosystème, ce n'est pas facile à construire parce que c'est des éléments qu'il faut bien sûr acquérir, il faut acheter. Ils ne sont pas donc c'est un coût qui est important à investir pour créer ce digital twin. Mais généralement, le gain, il vient au futur. Donc, il faut préparer tous les éléments de cet écosystème. Alors, deuxième des choses, il faut créer une chose qui s'appelle le fil conducteur. Et pour le digital twin, le fil conducteur, c'est l'information, c'est la donnée. Et cette donnée, elle doit être véhiculée dans une chaîne fermée pour construire le système qui est intelligent. C'est-à-dire qu'il se comporte en lui-même. Et bien sûr, ça part des données qui permettent de faire la première conception. D'accord? Ensuite, la simulation. Après, évaluation des résultats. On doit les archiver, puis les faire véhiculer à travers le système réel. Et au niveau du système réel, on fait la même opération, on collecte les données, on les archive, puis on l'envoie vers la simulation et on se trouve, comme j'ai dit, dans une boucle fermée d'optimisation continuelle. Donc ce fil conducteur a besoin, comme nous avons dit, de données. Et ces données, où est-ce qu'on les trouve?
Alors, ces données proviennent premièrement des capteurs qui transmettent divers aspects de son état de fonctionnement. Deuxièmement, de l'opérateur ou bien des opérateurs humains. C'est pourquoi aussi, lorsque nous avons parlé de la formation des intervenants, donc ça, c'est très important. Donc, vous pouvez imaginer n'importe quelle décision que vous prenez pour rendre votre système ou bien intégrer le système Digital Twin dans votre, par exemple, projet, mais sans que les intervenants ne fassent ce qui est demandé, donc on n'aura pas de résultat. D'accord? Donc il faut former les gens des actions qu'ils doivent faire exactement. Et bien sûr aussi des données qui intègrent également des données de l'historique de l'utilisation, si on veut faire par exemple une opération de maintenance. Alors ces données, comme j'ai dit, donc c'est des données premièrement du monde économique, les exigences en termes de le coût, l'amortissement, donc tout ça c'est des informations aussi qui sont très importantes dans la phase de conception. Les données de l'environnement du système, la construction du Building Information Modeling, et bien sûr de tous les intervenants au niveau du projet. Donc il faut avoir des datas qui sont bien classées, bien analysées pour pouvoir les utiliser correctement dans ce concept. Voilà, alors maintenant quels sont les outils dont on a besoin pour construire ce modèle. Donc il y a tout d'abord l'intelligence artificielle. Ça c'est une donnée qui est donc intéressante et que vous devez intégrer pour rendre votre système aussi intelligent. Donc la fusion entre l'intelligence artificielle et le concept Digital Twin permet aux ordinateurs de concevoir de manière indépendante des produits avancés. Donc on leur donne l'autonomie de faire la conception. Alors aussi, on aura besoin de systèmes de production actuels, tels que l'impression 3D et la fabrication assistée par ordinateur. Pourquoi? Parce que la connaissance issue de la simulation de la forme et du comportement du processus de fabrication ont été ordonnées à des algorithmes génératifs, ce qui permet un gain important et la conception de pièces qui n'ont jamais été conçues avant. Donc à travers ce système, nous allons le voir qu'en général, il y a un gain énorme et une connaissance parfaite de l'environnement dans lequel vous intégrez votre élément, ce qui permet généralement une optimisation qui tend vers l'idéal. Alors aussi les outils de la CAO, parce que pour faire une simulation, donc vous aurez besoin de stations pour faire cette simulation. Donc il s'agit d'outils essentiels de construction généralement de ce qu'on appelle dans le domaine de la mécanique les maquettes numériques. Et bien sûr, ça concerne aussi tous les autres domaines, les réseaux, les maquettes de pièces et aussi l'intégration d'un ensemble de postes, construire une usine complète, des maquettes dans lesquelles vous avez des pièces électroniques. Donc donc la CAO, il est là-dedans et c'est elle qui permet de faire ces opérations. Alors aussi, on aura besoin bien sûr de l'outil qui est très important, c'est la simulation. Et pourquoi la simulation? Parce que la simulation, c'est elle qui permet de refléter le comportement réel du système, surtout en ingénierie. Donc si vous avez une machine, cette machine, elle contient de la physique, contient de la chimie, contient des réactions. Alors comment vous allez modéliser ces éléments? D'accord? Comment vous allez rendre la simulation presque la même que ce qui se passe au niveau du système? Donc ça, c'est le rôle de la simulation. Alors aussi, maintenant, il faut aussi intégrer tout ce qui est management. D'accord? Donc le PDM, le PLM, aussi layout des objets. Alors pourquoi? Avant, c'était séparé. Alors maintenant, on regroupe tout. D'accord? Et ça, vous pouvez le voir sur la majorité des plateformes de design ou bien de conception. Il n'y a pas seulement que la partie construire le modèle, mais aussi il y a des ateliers qui accompagnent ça à travers son implémentation dans son environnement, l'utilisation des intervenants, donc que ce soit des personnes de maintenance, des personnes de gestion. Donc tout ça, vous le trouvez sur la même plateforme.
Avant la plateforme, vous trouvez une plateforme de dessin, ça y est, vous faites votre maquette numérique et ça y est. Alors maintenant, vous pouvez intégrer tout l'environnement du système à l'intérieur de la même plateforme. Voilà donc, si on veut toujours instaurer ce concept de Digital Twin, on aura besoin de 4 actions. Donc la première action, c'est organiser les données pour les intervenants. Il y a beaucoup de données, donc ils doivent être organisés, ils doivent être spécifiques pour chaque intervenant. Alors deuxièmement, il faut visualiser les résultats modélisés et bien sûr en comparaison avec les mesures réelles. Puis bien sûr, nous avons parlé du côté formation qui est très important, donc il faut former les employés avec les données opérationnelles réelles. D'accord. Si un opérateur commet une erreur sur une donnée qu'il doit mettre puis il met une autre, donc tout est foutu, comme nous avons dit. Donc l'opérateur, il doit savoir un peu comment il va gérer et introduire ces informations. Et finalement, bien sûr, l'objectif, c'est quoi? C'est optimiser avec les analyses avancées. Alors, dans cette première phase, qui est l'organisation des données, comme j'ai dit, donc, il faut donner à chaque intervenant les données qui lui sont intéressantes. Donc, il faut séparer entre ce qui est ingénierie, ce qui est opération et ce qui est maintenance. Alors, pour la visualisation des données, donc nous avons les données en termes pour l'analyse, d'accord, pour l'analyse, qui sont les mots clés de votre système d'optimisation, ou bien ce qu'on appelle Key Performance Indicator. Les événements qui se passent au niveau du système, donc startup, file, les notifications sur la vitesse, par exemple, sur le rotor. Donc, si on prend une application à caractère industriel, et c'est équivalent pour aussi les processus. Et bien sûr, il y a tout ce qui concerne les paramètres en temps réel, température, pression, ça dépend bien sûr du système. Et bien sûr, donc, une fois nous avons des interfaces pour la visualisation et l'utilisation de ces données et qui sont bien classées, donc en termes tout d'abord d'intervenants et en termes aussi de la nature de l'information. Donc ici, on classifie en termes de la nature de l'information. Donc la phase, donc nous avons parlé beaucoup de la phase de formation qui est très importante, donc ce n'est pas la peine de le redire. Mais bien sûr, et ça permet de créer donc des métiers du futur. Parce que lorsqu'on parle de ce domaine, généralement, il est complètement en parfait développement. Donc, ça crée une panoplie très importante des ingénieurs dans des domaines bien ciblés. D'accord. Et chaque fois qu'on parle d'un élément, ça veut dire que c'est une ouverture de portail pour l'embauche au niveau de ces futurs métiers. Et bien sûr, donc, on doit disposer des outils d'analyse qui sont performantes et qui émanent à la fois donc, de l'intelligence artificielle, des algorithmes plus avancés, afin de faire, bien sûr, les opérations d'optimisation en utilisant les données que nous avons collectées. Alors, dans le côté pratique, donc, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de plateformes qu'on peut utiliser ou qu'on peut consulter pour un peu voir leur utilité, comment ça fonctionne. Donc il y a l'Autodisk Forge, l'Ansys Twin Builder, Dassault 3D Experience, PTC Industrial IoT Platform. Donc il y a beaucoup donc généralement tous les constructeurs de systèmes de numérisation et de conception sont en train de développer leur plateforme afin qu'ils soient convenables avec ce nouveau concept. Alors, lors de notre discussion concernant le Digital Twin, il y a un mot qui est très important et qui est la simulation numérique. Donc, il faut savoir que la simulation numérique, c'est un outil ou bien l'un des piliers aussi du Digital Twin. Donc, si le Digital Twin, c'est un pilier de l'industrie 4.0, il faut savoir que la simulation numérique, c'est un pilier aussi de Digital Twin. Pourquoi? Parce qu'il permet, bien sûr, c'est un outil de prototypage virtuel, il permet la représentation de phénomènes physiques complexes, rendus possibles grâce à une série de calculs et de modèles mathématiques, donc qui sont toujours en cours de développement. Bien sûr, ça c'est le rôle des scientifiques, c'est le rôle des chercheurs
Et c'est eux qui, réellement, c'est eux qui font le travail, parce que c'est eux qui implémentent ces stations. Alors la station en elle-même, ce n'est pas un objectif. D'accord? Mais ce qu'il y a dedans, c'est lui qui permet de créer, bien sûr, la différence. Et vous savez, la disparité qui existe entre ce qu'on exige, d'accord? On parle maintenant, ça c'est comme si on parle de la circonscription, mais la réalité, elle est autre chose. D'accord? Donc la réalité a besoin de faire plus de développement, d'installer tout ce dont on parle au niveau du système réel. Alors bien sûr, pour construire un modèle de simulation, donc on a besoin généralement de 5 choses. Alors la première des choses, donc il faut construire le support. Deuxièmement, il faut mettre en place les modèles théoriques des phénomènes réels. Alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Troisièmement, il faut faire une mise en place d'algorithmes qu'il faut développer pour répondre et pour rendre le système réaliste et qu'il vous donne des résultats. D'accord? Vous savez que généralement on dit que seule la personne qui croit en la simulation, c'est celui qui l'a fait. Mais tout le monde croit en l'expérience. D'accord? Donc il faut développer des algorithmes qui permettent de faire la comparaison entre le réel et ce qu'on obtient à travers les modèles numériques. Alors aussi, il y a l'implémentation du code de calcul. Et enfin, il faut analyser, il faut visualiser, il faut dire là où il y a bon et c'est bon, là où il y a encore du travail à faire, il faut améliorer, etc. Et ça, c'est le rôle aussi du Digital Twin parce qu'il vous apporte des informations sur le côté réel. Alors, bien sûr, je ne vais pas parler de la simulation, en particulier en mécanique, ou bien donc rapidement. Donc, je vais parler de la simulation d'une façon générale, parce que ça concerne tous les domaines. Donc, il est en électricité, il est en électronique, il est dans tous les domaines. Donc, dans la première étape, qui est la construction modèle, il faut savoir que les logiciels sont tellement développés à ce qu'ils reproduisent le support avec ses caractéristiques géométriques, dimensionnelles, circuits, composantes. Il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord? Donc, dans cette phase, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez tous les outils pour construire votre système virtuel. Jamais on n'a trouvé un problème pour construire une maquette numérique d'un produit qu'on imagine ou bien qui existe. D'accord? Parce que les outils sont déjà là. Il faut mettre en place les modèles théoriques de ce qui se passe réel. Et ça, là où se passent les problèmes. D'accord? C'est là où commencent les problèmes. Parce que la physique, donc il faut la comprendre. Il faut mettre des équations mathématiques qui la représentent. Est-ce que vraiment sont représentatives? À quel point? D'accord? Et il faut bien sûr installer les algorithmes qui permettent de résoudre cette physique que vous avez. Puis il y a bien sûr tous les outils mathématiques qui permettent de vous générer les résultats. Et bien sûr, ce que vous allez générer, il y a une étape où vous allez faire l'analyse. J'ai obtenu mes résultats à travers les simulations. Voilà la simulation. Et la simulation, généralement, c'est le reflet de la réalité. À quel point, si le Digital Twin marche bien, donc normalement, ils doivent être identiques. Pourquoi? Parce que vous avez au niveau, si on parle de l'avion, on peut installer au niveau de l'avion pilote, tous les capteurs nécessaires pour savoir comment se comporte généralement, par exemple, un écoulement. Désolé, donc on me dit que le temps, je crois, donc je vais être bref, d'accord? Alors ensuite, bien sûr, la simulation, pour qu'il soit donc intégré dans ce contexte, il doit avoir plusieurs caractéristiques. La robustesse, la précision, la capacité à évoluer et la rapidité. Donc parce que le temps, c'est très important dans le côté conception. Il se calcule, d'accord? Le temps se calcule en cours. Et bien sûr, la capacité à évoluer aussi, c'est très important, parce que si le modèle est figé, il ne sert à rien de l'implémenter avec des données qu'il ne va pas utiliser. Donc il doit être évolutif. Je vais donner un seul exemple et je vais m'arrêter puisque le temps... Donc je donne un exemple d'une chose réelle. Donc nous avons une pièce qui est installée sur un véhicule, d'accord, pour une fonction d'ouverture et de fermeture de portail. Au début, la conception était ça. D'accord? Celle qui est à gauche. Alors, suite à l'installation des capteurs au niveau de la zone
où nous avons la pièce, et suite aux données qui ont été collectées, la forme devenue comme ça. Alors, qui sont les gains? Donc, premièrement, il y a un gain au niveau de la matière qui est très important, c'est presque la moitié. Avec la même résistance. Avec la même résistance, avec la même fonction, il n'y a aucun... D'accord? Donc, vous pouvez voir parmi les exemples, parmi d'autres, donc j'ai d'autres exemples au niveau, bien sûr, de la précision sur les déplacements, j'ai d'autres sur la précision au niveau de la fabrication, d'accord? Donc, tout ça, il est obtenu grâce à quoi? Grâce à cette logique d'avoir le twin à côté, le twin digital à côté du twin numérique. D'accord? Je crois que je m'arrête ici. Donc, merci de votre attention. Donc, la présentation est un peu longue, mais je vais m'arrêter ici pour permettre, bien sûr, à mes collègues de continuer aussi. Alors, merci. Merci. Alors, merci pour vous, monsieur. Alors, monsieur Hamid Mounir, pour la présentation, pour la qualité aussi des informations partagées. Alors, c'est vrai, la relation entre le twin digital et le twin numérique est très importante. Donc, je pense qu'on va prendre quelques questions de la salle. Alors, si vous avez des questions qui sont les bienvenues. Alors, on prend 2 questions maximum. Alors, une de M. Suisse et une de la deux. Ensuite, il y a une question qui travaille beaucoup sur ce sujet, tout ce qui m'intéresse aussi, c'est l'aspect confidentialité. Parce que du moment où moi je veux, c'est-à-dire avoir un modèle fidèle à la réalité, comment construire cette relation de confiance avec, c'est-à-dire l'entité qui va me vendre ces pièces-là pour qu'elle me fournisse avec le modèle CAO, etc., pour que je puisse avoir vraiment, pas juste un bloc avec des capteurs, mais vraiment connaître en détail et en profondeur ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Premièrement, il faut différencier entre 2 choses. Alors, il y a des modèles physiques qui sont destinés à, comme l'expérimentation. D'accord? C'est-à-dire, ils sont utilisés, ils sont là, c'est pour servir aux jumeaux numériques. Ils ne sont pas vendus à des individus. Mais bien sûr, on peut prévoir d'installer ou d'instaurer au niveau des systèmes qui sont vendus au public des éléments, mais selon leurs demandes, selon leurs besoins. Et s'ils acceptent de s'intégrer au niveau de cette logique. Et généralement, par exemple, la voiture, elle est complètement équipée de capteurs. J'ai compté une centaine actuellement. Donc les nouvelles voitures contiennent une centaine de... Est-ce que ça dérange? Est-ce que ça dérange? Ça ne dérange pas, d'accord? La plupart. Sauf s'il y a quelque chose, par exemple, au niveau des caméras. Ou bien, mais tous les capteurs qui s'intéressent essentiellement à la compréhension de ce qui se passe, par exemple, au niveau du moteur, au niveau de vos petits systèmes. Donc c'est très important. Il faut savoir une chose, c'est qu'actuellement, on peut intervenir, ou bien on peut apporter la modification et certains petits réglages au niveau de votre véhicule pour avoir une consommation optimisée. Et il y a maintenant des constructeurs qui offrent ça. Mais grâce à quoi? Grâce à ce retour de l'information qui est du réel. D'accord? Donc, c'est-à-dire, dans une opération qui est bénéfique pour le client, pour l'entreprise, pourquoi pas? D'accord. Étudiante en génie électrique à l'EMG. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le DT est associé ou considéré comme la réalité virtuelle? Parce que vous avez parlé tout à l'heure, on peut l'utiliser dans le domaine de la maintenance, où on suit la maintenance, où on peut suivre la maintenance à distance. Donc, est-ce que la réalité est associée ou carrément c'est dissocié? C'est très très intéressant, très important. Donc, lors du défilement des différentes définitions, donc nous avons essayé de faire la différence entre les définitions anciennes qui concernent et que consiste le digital twin, c'est une image de réel. Alors maintenant, c'est un concept. C'est un concept dans lequel s'intègre à la fois le modèle physique et le modèle numérique. Et l'interaction qui existe entre les deux. Donc ce n'est pas seulement la partie numérique qui est le digital twin. Donc, le digital twin, c'est plutôt un concept dans lequel, d'ailleurs, nous avons parlé pour construire l'écosystème digital twin, donc on a besoin de plusieurs intervenants, en plus des éléments principaux qui sont la physique et son image numérique.
sujet très important qui rentre dans l'analyse de données et l'optimisation. Alors, donc, ma question touche le côté d'optimisation, car pour que les données soient à peu près proches de la réalité, il faut que vous utilisiez d'ailleurs des algorithmes d'optimisation, car c'est un problème, on peut dire, c'est un problème difficile. Ça demande une caractéristique, une génétique, une civile, etc. Alors, ma question, comment vous faites pour choisir l'algorithme adopté et comment vous faites pour, c'est-à-dire pour implémenter les données pour que, c'est-à-dire la pièce ou bien l'objet choisi doit être bien optimisé. Merci. C'est que généralement les modèles sont évolutifs. D'accord. Et ils sont en développement continu. Ils ne s'arrêtent pas, indépendamment du concept. Par exemple, si on a une loi d'usure 10 outils d'une pièce, actuellement, généralement, on obtient une qui est meilleure. Et à chaque fois qu'on obtient, au niveau de la recherche, quelque chose qui s'approche de la réalité, on implémente notre système avec cette nouveauté. Et bien sûr, c'est, comme j'ai dit, donc, le plus important dans le digital twin, ce n'est pas les outils, mais c'est le côté compréhension de la physique, c'est le côté simulation, c'est le côté engineering, et c'est lui qui apporte bien sûr la différence. Donc si on ne comprend pas ce qui se passe exactement au niveau d'un système, à quoi servent les données? Si on n'a pas de modèle qui permet de refléter la réalité, à quoi servent les données? D'accord? Oui. Merci. La conférence a été Vraiment très clair. excellent. Je dis que le Digital Twin est une des découvertes les plus essentielles qui puissent exister. Il faut le savoir. Très important. Pourquoi? Parce que tout simplement, rappelez-vous, lorsqu'on voulait voir si une voiture résistait, si un avion marchait bien, etc., il fallait faire des essais grandeur nature. Vous imaginez combien ça coûte? Ouais. Aujourd'hui, c'est terminé. Et puis le temps que ça demande. Ouais. Aujourd'hui, c'est terminé. On fait un modèle, donc c'est un travail de créativité au niveau des algorithmes, au niveau des moyens, au niveau recherche concernant la modélisation des phénomènes, etc. Mais c'est quelque chose de fondamental et qui va intervenir partout, y compris au niveau de la création. Au niveau de la création. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais encore très jeune, j'avais fait faire je suis vieux, j'avais faire des projets de fin d'études à mes étudiants à l'école Mohammedia d'ingénieurs sur ce que je pourrais appeler l'ancêtre des systèmes de l'intelligence artificielle. À l'époque, on parlait uniquement de systèmes experts. Et on a parlé sérieusement hier. C'était les systèmes experts qui existaient avant. Hein? Et puis on a fait trois projets de fin d'études. L'un, c'est sur le choix des conditions de soudage. Alors les mécaniciens savent que pour trouver les conditions de soudage, il fallait avoir un nombre de documents impressionnant. Et il fallait rechercher quelles sont les conditions qu'il faut adopter, etc. Donc on a fait un système expert qui permet de faire ça très très rapidement. La deuxième chose, c'est qu'on avait fait, pour montrer l'intérêt de l'intelligence artificielle aujourd'hui, le jumeau numérique. On avait fait faire un système de stimulation créative basé sur une méthodologie de création qui s'appelle la méthode morphologique. Là, la méthode morphologique, c'est quoi? C'est de combiner des morphologies pour créer de nouvelles choses. Par exemple, je prends un cas, une théière. La morphologie d'une théière, je peux dire qu'elle peut être sphérique, elle peut être pyramidale, elle peut être parallélépipédique, etc. Alors tout ça, lorsque vous mettez, vous implémentez ça, ça donne une explosion d'idées qui est considérable. Considérable. Très très vite. Donc, difficilement gérable par l'homme. Avec l'informatique, c'est possible. D'accord? Et c'est ce qui est fait. Il ne faut pas oublier que la créativité est aussi un élément qui est boosté par l'intelligence artificielle. Pas uniquement des choses comme ça. Alors, un intérêt qui est considérable maintenant, c'est qu'on ne travaille plus sur le réel. On travaille sur le digital twin. On améliore les choses, on vérifie des solutions, et si ça marche, on passe. Et ça,
ça permet de réduire considérablement ce qu'on appelle le time to market. Le time to market, c'est le temps que l'on passe entre le moment où le client formule un besoin et le moment où vous mettez sur le marché un produit. Donc là, il y a la conception, il y a les vérifications, il y a le prototypage, il y a plein de choses. Ça a été réduit d'une manière considérable par le digital twin. Encore mes félicitations. Merci. Donc il y avait quelques petites slides qui expliquent normalement ça, c'est surtout les gains au niveau du temps, au niveau de la qualité, etc. Merci. Alors c'est vrai, parce que vraiment il y a un gain en termes de temps, en termes de qualité, parce que ça permet quand même le traitement des données, des grosses données en temps réel. Donc, mais on vous remercie sincèrement, professeur Hamid, pour la qualité de la présentation, pour la qualité des informations partagées.